Columbia, ici Houston, à vous. Ici Columbia, j'écoute. Bien reçu, est-ce que tu as... 21 juillet 1969. L'un des plus grands rêves de l'histoire de l'humanité est sur le point de se réaliser. Marcher sur la Lune. Mais avons-nous le souvenir de chacune de ces heures où l'écart est si fragile entre le succès et l'échec? Entre la vie et la mort. Pendant 8 jours de ce mois de juillet 1969, le monde est suspendu au destin de la mission Apollo 11. Le décollage, le voyage vers la Lune, la mise en orbite, l'alunissage, le retour. Pendant 8 jours, la Terre retient son souffle et vit au rythme de ces 3 hommes projetés dans l'espace. Voici pour la première fois des images exceptionnelles de cette mission qui a changé le monde. Des communications jamais entendues. Regardez derrière nous, il y a un immense cratère avec des montagnes tout autour. Un vrai monstre. La voilà qui apparaît. Quoi? La Terre, tu la vois? Oui. Magnifique. Bienvenue dans l'intimité d'Apollo 11, en route vers la Lune. Bienvenue dans le vaisseau d'Armstrong, Aldrin et Collins. Voici l'incroyable histoire du premier pas de l'homme sur la Lune. Cap Canaveral, États-Unis, 16 juillet 1969. La fusée d'Apollo 11 attend sur le pas de tir. Ici le centre de tir Apollo, nous sommes à 2h40 et 40 secondes de la mise à feu. Les médias du monde entier se sont déplacés en Floride pour vivre cette semaine exceptionnelle et folle. La télévision française est là, en direct. Elle a un envoyé spécial sur place. L'impatience gagne le plateau à Paris. Eh bien, voici le grand événement que nous attendions depuis des mois. Ce lancement de 3 hommes en direction de la Lune. Et nous allons maintenant retrouver en direct les derniers instants qui précèdent le départ. Je crois que Jacques Salbert tente de nous appeler. Jacques Salbert, nous entendez-vous? Jacques Salbert? Pour l'instant, votre retour est encore très mauvais au point de vue son. Tout à l'heure, il était parfait. L'image est revenue. L'image est revenue. Cette image, vous avez déjà l'habitude de la voir. C'est toujours une fusée 110 mètres de haut. Elle pèse 3100 tonnes. Et elle comprend 11 moteurs principaux et 30 moteurs auxiliaires. Derniers instants sur Terre. Que se passe-t-il dans les têtes de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins? Pensent-ils à l'ampleur de l'événement? Ou sont-ils totalement accaparés par la somme infinie de détails à maîtriser qui font la réussite ou l'échec d'une mission spatiale? Neil Armstrong est le commandant d'Apollo 11, un as du pilotage, réputé pour son sang-froid. Son surnom, Mr. Cool. Buzz Aldrin l'accompagnera sur la Lune. Michael Collins restera en orbite autour de l'astre. Déterminer qui posera le premier le pied sur la Lune a été difficile à trancher. Armstrong ou Aldrin? Le pilote ou le navigateur? Un civil ou un militaire? Ce sera Armstrong. Derrière cette mission et ces 3 hommes, un pays tout entier. On estime à plus d'1 million de personnes le nombre de ceux qui se sont déplacés
pour venir jusqu'ici, jusqu'au quai, assister au départ. Tout le long de la côte, tout le long de la mer, sur toutes les plages, les touristes américains sont venus avec les enfants, le pique-nique, une bonne paire de jumelles et l'inévitable appareil photo ou caméra pour enregistrer ces images qui, évidemment, dans leurs archives, constitueront pour eux un souvenir personnel de grande valeur. Les astronautes avancent vers leur destin. Un aller, peut-être sans retour. Les trois hommes ont donné une conférence de presse sur l'ensemble des réseaux de télévision américaines et ils ont apparu quand même assez inquiets. Je ne dirais pas qu'ils étaient nerveux, mais ils n'avaient pas peut-être ce sourire aussi large, aussi généreux, aussi décontracté que les autres. Chaque décollage de la fusée est un moment extraordinaire. Saturn V libère alors autant de puissance que toutes les centrales électriques des États-Unis réunies. La fusée est le chef-d'œuvre de Wernher von Braun, le même savant allemand qui construisit les bombes volantes V2 lors de la Deuxième Guerre mondiale. Saturn V a volé pour la première fois il n'y a même pas 2 ans, et le programme américain Apollo a été lancé il y a 8 ans à peine. Nous sommes à l'apogée de la guerre froide. La conquête lunaire se fait dans l'urgence. Alors qui peut vraiment garantir que tout se passera bien? À cette heure, les 3 astronautes filent vers l'inconnu. 2 ans plus tôt, la cabine d'Apollo 1 s'est embrasée au sol lors d'un test. Le drame a traumatisé l'Amérique. Est-elle prête à d'autres sacrifices? Il est bon de saluer la mémoire de Grissom, un vétéran du programme spatial, Ed White et enfin Chaffee, ces 3 martyrs du programme Apollo et de l'espace en général. Et on peut dire que peut-être grâce à leur mort, d'autres accidents ont pu être évités, car je crois que les programmes de sécurité, en tout cas, ont été considérablement renforcés et que toutes les structures intérieures ont été profondément modifiées. Ici le centre de tir, nous sommes passés sous la barre des 6 minutes pour le départ d'Apollo 11, le premier vol qui posera des hommes sur la Lune. Pour l'instant, nous sommes dans les temps pour le décollage, prévu à 9h32. Le directeur des essais, Skip Chauvin, a passé en revue tous les membres de son équipe dans la salle de contrôle. Ils ont tous donné leur feu vert pour la mission. Le responsable du lancement, Rocco Petron, vient d'autoriser le décollage. Nous sommes à H-5 minutes et 20 secondes. Le compte à rebours a commencé et le monde entier retient son souffle. En ce moment, les Français sont des millions à avoir les yeux rivés sur leur télévision pour assister au lancement d'Apollo 11 diffusé en Mondovision depuis Cap Kennedy. Il est actuellement un peu plus de 15h30 à Rome devant la bibliothèque de l'Agence d'information des États-Unis. Dans quelques instants, le bras d'accès au niveau de la capsule va se décrocher et se rétracter intégralement. Moins d'1 minute maintenant, de l'heure H, de l'heure prévue pour le départ d'Apollo 11, qui est très exactement 9h32. Le décollage, c'est tout de suite. « 12, 11, 10, 9, allumage des moteurs. »
placer Apollo 11 sur la bonne trajectoire. C'est formidable. J'aurais jamais imaginé ça il y a 10 ans. Formidable. I don't know what. C'était donc l'extraordinaire départ, un départ qui s'est effectué avec 724 millièmes de seconde de retard sur le programme. Dans le bleu cobalt du ciel, quelques secondes après avoir quitté le sol, la capsule vibre dans tous les sens. Les astronautes pèsent 4 fois leur poids, propulsés par un fascinant sillage de flammes de presque 500 mètres. Nous avons tout prévu, tout calculé, a dit en substance Werner von Braun, le père des fusées américaines. Nous en remettons à la grâce de Dieu. Il faut un peu de folie ou d'inconscience pour croire en cette aventure démesurée. Envoyer un homme sur la Lune est un défi sans précédent. Il faut tout imaginer en moins de 10 ans. Les propulseurs, les lanceurs, les vaisseaux, les trajectoires, les procédures, les guidages. Saturne V doit réussir à propulser hors de l'atmosphère terrestre les 50 tonnes de la capsule Columbia, ainsi baptisée en hommage à Jules Verne, et le module lunaire nommé Eagle, Aigle, emblème des États-Unis. L'élan scientifique et industriel nécessaire pour mener à bien cette aventure a mobilisé jusqu'à 10% du budget américain, près de 400 000 personnes. Fusées et capsules sont fabriquées à un rythme effréné. Et tout cela grâce à l'extraordinaire vision d'un homme au début des années 1960, le président John Kennedy. Je suis convaincu que cette nation doit s'engager à atteindre comme objectif, avant la fin de la décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et de le faire revenir sur Terre sain et sauf. Nous avons choisi d'aller sur la Lune durant cette décennie et d'accomplir d'autres missions, non parce que la tâche est aisée, mais parce qu'elle est ardue. Cette vision est un défi de toute l'Amérique à l'Union soviétique triomphante. Elle a envoyé Spoutnik, premier satellite, Gagarine, premier cosmonaute, Luna 9 en 1966, premier véhicule automatique à atterrir en douceur sur le sol lunaire. Mais avec le programme Apollo, les Américains prennent tous les risques pour rattraper leur retard. Qui va poser le premier le pied sur la Lune? Et surtout, à quel prix? Vous pensez que ça vaut tout cet argent? Absolument. L'humanité tout entière en bénéficiera. On ne s'en sort déjà pas sur Terre, alors pourquoi à la Lune? Cela fait maintenant 2 minutes 30 que Saturne V a décollé. Elle est à 56 km d'altitude. Elle a déjà brûlé 2000 tonnes de carburant. Et elle progresse à 8000 km/h. Trajectoire parfaite au moment de la séparation du premier étage. Ici Houston, feu vert pour séparation. Extinction des moteurs. Confirmé. Séparation. Et nous l'avons vu à l'instant. Nous voyons distinctement un minuscule point blanc qui retombe maintenant dans l'Atlantique. C'est le premier étage, l'étage S1C de la fusée Saturne V qui retombe dans l'océan Atlantique. Apollo 11, ici Houston, poussée optimale, vous êtes bien parti. 5 sur 5, Houston. À chaque nouvel étage, son frisson. Nous avons, je crois, maintenant une animation qui nous montre exactement ce qui se passe. Le deuxième étage va encore brûler pendant environ 1 minute maintenant, de façon à donner l'impulsion nécessaire pour
arriver à grande vitesse. C'est simplement le 3e étage qui satellisera l'ensemble de la cabine Apollo, de son module de service et du LEM. La fusée s'approche de son altitude prévue de 200 km et suit d'une courbe qui devient parallèle à celle de la Terre. Houston, ici Apollo 11. Cette fusée Saturne nous a offert un départ magnifique. Bien reçu, Apollo 11. On fera passer le message. On dirait que vous êtes parti pour de bon. 11 minutes et 30 secondes après le décollage, la force qui plaque les astronautes sur leur couchette s'évanouit d'un seul coup. Apollo 11 est en orbite. À bord, la tension se relâche un peu. Armstrong, Aldrin et Collins contemplent la Terre et s'amusent des tours que leur joue la pesanteur. Alors, la pesanteur? Pas de sensation bizarre au niveau de la tête ou autre? Non, j'ai simplement l'impression d'orbiter la tête en bas. Je ressens même pas ça. Dans le vaisseau Columbia, le ton est léger. On dirait que l'horizon s'agrandit. Ah oui. Mon d'un chien, regardez-moi cet horizon. C'est quelque chose. On sent que c'est beau. C'est incroyable. Faut prendre une photo. Ouais, je m'en charge. C'est pas vrai. Quelqu'un aurait dû flotter un appareil photo. Il a pas dû aller bien loin, ce fils de... Ah, ça m'énerve. Il a disparu. Vous pouvez regarder si vous le voyez. Je vais aller explorer par là. Ah, le voilà. Tu l'as trouvé? Ouais, super. Prépare-toi pour le lever du soleil. L'entraînement des astronautes est plus qu'intensif. C'est une sélection physique et psychologique implacable. Ils se sentent infaillibles. Ils sont toujours prêts à relever les plus grands défis, sans l'ombre d'un doute, à maîtriser leur peur face au danger. En un mot, ils ont l'étoffe des héros. Cette légèreté de ton est bien vue par la NASA. Pour l'agence spatiale américaine, la communication est aussi une donnée essentielle des missions. Et la NASA a donc fait de ses astronautes des stars à la manière d'Hollywood. Je voudrais bien être à leur place, moi. Vous n'aimez pas Toulouse? Si, j'aime Toulouse, mais je voudrais voir là-haut ce qu'il y a aussi. Il y a peut-être une Toulouse de la Lune? On sait jamais. C'est inimaginable, hein? C'était une chose qu'on n'aurait jamais cru. Si quelqu'un avait dit qu'on allait aller dans la Lune. Tu voudrais y aller dans la Lune? Tu voudrais pas aller dans la Lune? Pourquoi tu veux pas aller dans la Lune? J'ai peur. À Houston, au centre de contrôle, 3 équipes sont en lien permanent avec le vaisseau. Les astronautes n'ont qu'un seul interlocuteur, un astronaute comme eux, le Capcom. Il est leur unique lien avec la Terre. C'est Charlie Duke qui est Capcom, en charge des communications. Quant à Gene Kranz et son équipe blanche des contrôleurs de vol, ils s'apprêtent à prendre le relais. À cet instant-là, Apollo est toujours en orbite terrestre. Au sol ou à bord, on contrôle toutes les données. On vérifie les calculs, les trajectoires, les vitesses. À Terre, on s'intéresse aussi à la santé des astronautes. C'est une donnée cruciale, la plus difficile à maîtriser. Les hommes sont équipés de capteurs biométriques et des médecins surveillent les informations transmises par télémétrie. La crainte est que l'un d'entre eux tombe malade. Une catastrophe dans l'environnement confiné des 6 mètres cubes de Columbia. Jamais la transmission de données par satellite n'a été aussi performante. Cette prouesse donne aux Américains un avantage majeur et renforce leur suprématie sur le monde. Après quasiment 2 heures en orbite lors de cette première journée,
les astronautes vont s'arracher à l'attraction terrestre pour se propulser vers la Lune. Nous sommes à 10 minutes de la mise à feu. Apollo 11 ici Houston, feu vert pour l'injection translunaire. Un écart de trajectoire de quelques degrés et ils dépasseront la Lune pour se retrouver en orbite solaire, sans aucun espoir de retour. Mise à feu. Le 3e étage est rallumé pendant 6 minutes. L'instant est d'autant plus intense qu'il s'accompagne une demi-heure plus tard de l'extraction et de l'arrimage du LEM, le module lunaire, à Columbia. Apollo 11 ici Houston, vous avez le feu vert pour la séparation. Poussez avant. Que se passe-t-il en ce moment? Armstrong, Aldrin et Collins sont sur leur trajectoire lunaire. La cabine de commande et de service a pivoté comme prévu à 180 degrés. L'arrimage entre la cabine et le module s'est effectué normalement. L'ensemble fonce maintenant à quelques 30 000 km à l'heure. À cette vitesse, la Terre s'éloigne à vue d'œil. La Lune, elle, ne va cesser de grossir. 400 000 km. 3 jours de voyage. Ni haut ni bas. Ni nuit, ni jour. Apollo 11, tout va bien. La trajectoire est si parfaite que la manœuvre de correction prévue pour aujourd'hui a été annulée. 2e jour. Le vaisseau est déjà à 175 000 km de la Terre. Les astronautes vérifient leur trajectoire en s'aidant des étoiles, comme Christophe Colomb le faisait en son temps. Les voici seuls dans le vide spatial. Tout est hostile autour d'eux. Columbia est bombardée en permanence par des micrométéorites et des rayonnements cosmiques. Alors on fait tourner le vaisseau pour que ces rayonnements n'atteignent pas tout le temps la même face de la cabine. Une manœuvre que les astronautes surnomment affectueusement la technique du barbecue. Alors Jean-Pierre, je pense qu'on pourrait expliquer comment cette fois-ci s'est organisé le réseau mondial des images que nous recevons. Je veux dire qu'on peut pratiquement dire qu'elles font le tour de la Terre. Au moins. Au moins. Il y a 3 récepteurs, 3 stations américaines qui sont à tout instant toujours braquées vers la Lune. Elles se trouvent l'une à Goldstone. Un bon enfant à bord masque pourtant l'une des inquiétudes principales de la NASA. Le 13 juillet, les Soviétiques ont fait décoller dans le plus grand secret une sonde, Luna 15, elle aussi à destination de la Lune. Il y a donc 2 vaisseaux sur une trajectoire similaire. Les Américains craignent que la sonde soviétique mette en péril leur propre mission. Quelles sont les dernières nouvelles de Luna 15? Personne ne connaît le véritable objectif de Luna 15. Le suspense grandit d'heure en heure. La rumeur court que son but est d'espionner Apollo 11. La NASA a pourtant obtenu des Soviétiques le plan de vol théorique de Luna 15. Une vraie révolution en pleine guerre froide. Un début de coopération scientifique, mais la méfiance entre les 2 superpuissances règne encore. Les dernières infos sur Luna 15. L'agence soviétique TASS a annoncé ce matin que la sonde était en orbite, à proximité de la surface lunaire. Et apparemment, tout se passe comme prévu. Direction Wapakoneta pour interviewer les parents de Neil Armstrong. Que pensez-vous de la sonde soviétique Luna 15, qui est en orbite à proximité de la Lune? À vrai dire, j'espère qu'ils réussiront, quelle que soit la raison qui leur a fait envoyer cette sonde. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais ils ne sont pas là-haut par hasard. Je pensais qu'on arriverait les premiers, mais apparemment, ça ne sera pas le cas. Une hypothèse qui a été avancée selon laquelle, à la suite de l'accord entre les Russes et les Américains, Luna 15 pourrait être un engin de secours, destiné éventuellement à aider les Américains s'ils étaient en difficulté.
Lutherwood, représentant permanent pour l'Europe de la NASA, que pensez-vous de cette opinion? Je crois que c'est en dehors du possible, parce que il n'y a eu aucune coopération, ça serait en dehors du possible. Au troisième jour de voyage, l'été est splendide à Paris. Les corps s'alanguissent et l'attention pour Apollo 11 retombe un peu sur Terre. Comme si plus rien ne se passait vraiment là-haut, juste l'attente avant d'arriver sur la Lune. Le vaisseau franchit pourtant la ligne imaginaire de l'équigravisphère, la ligne où les attractions terrestres et lunaires s'équilibrent. Il file à 3000 km/h. La Terre est à 345 000 km désormais. La Lune à 62 000. Columbia est irrésistiblement attirée par elle. En ce troisième jour, il doit y avoir un sixième réalignement de trajectoire et aussi une vérification complète du module lunaire. La fenêtre d'approche est très étroite. Apollo 11, bonjour. Bonjour Houston, ici Apollo 11. Si les nouvelles du matin vous intéressent, j'ai une petite revue de presse pour vous. On vous écoute. C'est parti. Politique. Washington. Le vice-président Spiro Agnew a déclaré qu'il souhaitait qu'on envoie un homme sur Mars d'ici l'an 2000. Texas. Les responsables de l'immigration du bureau de Nuevo Laredo ont annoncé mercredi qu'ils ne délivreraient pas de visa aux hippies voulant se rendre au Mexique, sauf s'ils prennent un bain et se coupent les cheveux. Londres. La Chambre des Lords a reçu mercredi l'assurance que le sous-marin de poche américain ne ferait courir, je cite, aucun danger au monstre du Loch Ness. Terminé. L'humeur des astronautes est l'objet de toutes les attentions. Fatigue, stress, inconfort, inquiétude. Rien ne leur est épargné à bord. Mais comment faire face au vertige d'être les premiers hommes à aller sur la Lune? Leurs repas ont ainsi été particulièrement soignés. Une approche totalement inédite pour l'époque. Ça doit être l'heure du dîner pour vous sur Terre. On va vous montrer le contenu de notre garde-manger. Ça, on dirait pas, mais c'est du ragoût de poulet. Il suffit d'ajouter un peu d'eau chaude et d'attendre 5 à 10 minutes. Tu me passes les saucisses? Ici le contrôle Apollo. L'équipage est en train de déjeuner en ce moment même. Et on dirait qu'il y a de la musique en fond sonore, qu'ils mangent en musique. Ce fond sonore surprend le centre de contrôle. Il n'y a pas de musique prévue à bord. Apollo 11, merci d'avoir arrêté ça. Charlie, vous entendiez notre musique dans le vin? Un peu qu'on l'entendait. D'ailleurs, on s'est demandé qui avait choisi ce morceau. C'est un vieux titre que j'adore, tiré d'un album enregistré il y a une vingtaine d'années. Music Out of the Moon. D'ici, Neil, ça nous semblait un peu dissonant. Ou alors c'était ta cassette qui tournait trop lentement. Non, c'est bien censé être comme ça. Mais il y a ce petit magnétophone donné par la NASA pour que les astronautes puissent enregistrer leurs impressions de vol. Armstrong, Aldrin et Collins y ont préenregistré des morceaux de musique sur les cassettes vierges. Noyés dans les interférences des communications de bord, il n'avait jamais été possible d'identifier la plupart de ces titres qu'ils écoutent dans l'espace. Jusqu'à aujourd'hui. Et surprise, à milieu de l'image bien sage des astronautes entretenus par la NASA, Armstrong, Aldrin et Collins écoutent en vol des morceaux totalement dans le ton de l'effervescence et de la liberté musicale du moment. Le
le grand festival hippie de Woodstock est seulement dans quelques jours. Parmi eux, Sly and the Family Stone, Jon Stewart, ou encore même Blood, Sweat and Tears. C'est aujourd'hui que les choses vraiment sérieuses vont commencer pour l'équipage d'Apollo 11. À 18h27, Michael Collins allumera le moteur principal du compartiment de service. Pour le train spatial, le LEM plus Apollo, ce sera le coup de frein qui permettra de s'installer sur une orbite elliptique autour de la Lune. À 22h43, nouvelle mise à feu du moteur et l'orbite deviendra circulaire à 110 km de la Lune. Apollo 11 sera prêt pour la finale de l'opération, la séparation du LEM et son atterrissage sur la Lune, demain à 21h22. Apollo 11, l'équipe noire vous souhaite le bonjour. Bonjour Houston. Vous êtes matinaux les gars. On a 2 minutes d'avance sur le réveil. Apparemment vous en écrasiez sérieusement. Ouais, en effet. En tout cas, messieurs, une chose est sûre, c'est que vous faites la une de tous les médias ici sur Terre. Même la Pravda en URSS fait ses gros titres sur la mission et surnomme Neil le tsar du vaisseau. Je me demande s'ils ne se sont pas trompés de mission. La Lune est enfin là, sous leurs yeux, à portée de main. Mais la manœuvre de mise en orbite lunaire est cruciale et complexe. Il faut vérifier tous les systèmes de bord, faire les ultimes relevés au sextant pour confirmer au millième de degré près leur position et leur déplacement. La mise à feu du moteur freinera le vaisseau et le fera descendre sur une orbite proche de la surface lunaire. Cette mise à feu doit durer 6 minutes. 10 secondes de trop et Columbia s'écrase. C'est Mike Collins qui sera aux commandes pour l'insertion en orbite lunaire. Apollo 11, ici Houston. Il faudrait... Comme le tsar est en train de se brosser les dents, je réponds à sa place. Bon, eh bien, sans déranger le tsar, puisqu'il se brosse les dents, est-ce que tu pourrais augmenter un petit peu le débit de l'accumulateur? Ok. La manœuvre commence exactement 72 heures, 51 minutes et 24 secondes après le décollage. Apollo 11, ici Houston. Feu vert pour la mise en orbite lunaire. À vous. Bien reçu, c'est parti pour l'insertion. La Lune est bien là, les gars. Dans toute sa splendeur. Bien reçu. Regardez et surtout, dites-nous si vous voyez quoi que ce soit qui vaut le détour. Si vous regardez derrière nous, il y a un immense cratère avec des montagnes tout autour. C'est un vrai monstre. Le cratère est énorme, j'arrive même pas à le voir intégralement par le hublot. Ça ressemble beaucoup aux photos qu'on avait vues, mais c'est comme regarder un match de foot en vrai ou le regarder à la télé. Rien n'égale le fait d'être sur place. Ça vaut vraiment le voyage. Il y en a pas mal ici qui donneraient cher pour être avec vous. J'espère que ce sera bientôt ton tour. Bien sûr. Chaque instant en orbite lunaire est extraordinaire. Mais l'astre est aussi effrayant. C'est un grand désert gris. Et lorsque le soleil est bas et qu'il allonge encore les ombres des cratères, tout paraît terriblement inhospitalier. La voilà qui apparaît. Quoi? La Terre, tu la vois? Oui. Magnifique. Elle est à mi-hauteur. Et
Nous retrouvons maintenant Monica Vitti, l'actrice la plus récompensée de l'année. Vous iriez sur la Lune? Bien sûr, la Lune est moins belle que la Terre. Donc ça serait formidable de partir de la Lune et d'arriver sur Terre. Ce serait vraiment merveilleux de découvrir le monde extraordinaire dans lequel nous vivons. Image presque irréelle. Seulement 24 hommes ont vu le cercle complet de la Terre, petite chose fragile flottant dans le vide spatial. Magnifique planète bleue qu'ils pouvaient cacher derrière leurs pouces. Un des astronautes du programme Apollo dira « Nous sommes partis explorer la Lune, mais c'est la Terre que nous avons découverte. » Après 13 révolutions en orbite lunaire, 13 révolutions à observer le paysage et le site d'alunissage à chaque fois, Armstrong et Aldrin rejoignent le LEM, avec lequel ils doivent se poser. À l'intérieur, le volume est comparable à celui d'une 2 chevaux. Il n'y a même pas de siège. Armstrong et Aldrin sont debout, simplement maintenus au sol par des câbles. Michael Collins est désormais seul dans Columbia. Leur destin se joue dans les minutes qui viennent. Bonsoir, c'est dans 10 minutes, si tout va bien, que va se passer l'allumage du moteur de descente. Voici les deux ouvertures, l'ouverture de la cabine Apollo qui a été déverrouillée, ensuite l'ouverture du LEM, et Aldrin, suivi d'Armstrong, est passé à l'intérieur du LEM, et c'est grâce à ce hublot que l'on verra la séparation et la descente du LEM vers la Lune. Les gars, faites gaffe à vous une fois sur la Lune. Ok, Mike. À tous les contrôleurs de vol, vous allez donner votre feu vert pour la séparation. Propulsion, trajectoire, guidage, contrôle, télémétrie, navigation, carburant, médical, feu vert pour séparation. Bien sûr, séparation. Eagle désarrimé. Le LEM ressemble davantage à un insecte mutant qu'à un aigle. Dans le vide spatial, il n'a aucun besoin d'être aérodynamique, ni même résistant. Ses parois en aluminium font à peine 1/3 de millimètre et ses pieds sont si frêles qu'ils sont tout juste suffisants pour soutenir son poids dans la faible pesanteur lunaire. Qu'est-ce que ça donne? L'aigle a des ailes. Bien reçu. Il a une sacrée allure, votre aigle, même s'il vole à l'envers. À l'envers toi-même. Columbia et Eagle volent en formation. Puis Eagle se met en orbite à 15 km seulement de la surface lunaire. Moteur armé, descente. 40 secondes. La caméra tourne. La caméra tourne. À partir de maintenant, c'est véritablement l'inconnu. Apollo 8, 9, 10 ont validé toutes les procédures. Apollo 10 est même allé jusqu'à cette étape. Mais là, c'est le grand saut. Ok, commande dans 5 secondes. Descente, armement. Voyant de descente allumé. On continue. On continue. 1, 0. Allumage. Poussez 10%. Une mise à feu du moteur va faire décrocher Eagle de son orbite. Parfaitement synchronisé. Armstrong et Aldrin volent en aveugle lorsqu'une alarme inconnue se déclenche. Alarme programme. Pour nous c'est bon, ok. Alarme code 1202. 1202. À quoi ça correspond? J'intègre les données du radar. Houston, dis-toi à quoi correspond cette alarme 1202. À Houston, le stress est à son paroxysme.
Gene Kranz, directeur de vol, est sur le point d'annuler la descente. Bien sûr, vous pouvez ignorer cette alarme. Vous avez le feu vert pour la descente propulsée, feu vert pour la descente. Dans Paris Jour, Philippe Roustan analyse en détail les risques que courent Armstrong et Aldrin lorsqu'ils se poseront sur la Lune. Il rappelle, entre autres choses, que si jamais le sol lunaire devait se dérober sous les pieds du LEM, parce que trop meuble par exemple, Armstrong aurait une demi-seconde pour pousser le bouton annulation qui allumerait automatiquement le moteur de montée. Une demi-seconde, dit-il, c'est 6 fois moins de temps qu'il ne faudrait à Armstrong pour consulter les contrôleurs à terre. Ici Capcom, go pour allunir. Ici Houston, vous avez le feu vert pour allunir. Bien sûr, allunissage, altitude 900 mètres. On a une alarme programme 1201. Bien reçu, 1201. Même type d'alarme, on continue. C'est une alarme de même type, on continue. Houston a compris que ces alertes répétitives viennent d'une saturation de l'ordinateur de bord. Il n'a que 72 kilo-octets de mémoire et il est 100 000 fois moins rapide qu'un ordinateur portable d'aujourd'hui. Mais c'est lui qui gère le pilotage automatique. Columbia, ici Houston, avons perdu leur signal. Nous préconisons une inclinaison du vaisseau de 10 degrés à droite pour une reprise du signal. Columbia, qu'il passe sur l'antenne omnidirectionnelle, à vous. À 700 mètres d'altitude, Armstrong se rend compte que le pilote automatique les dirige vers un cratère escarpé. Il ne veut pas annuler. Il reste 2 minutes de carburant. Il reprend les commandes. Parmi les options possibles, il choisit de survoler le cratère à la manière d'un hélicoptère. Je modifie l'inclinaison. Aucun terrain plat n'apparaît. De 18 à 5. La jauge indique 8% de carburant. De 18 degrés. Il faut descendre. Je passe à 5. Repérez un bon endroit. Altitude 48 mètres. Descente 1,8 mètres seconde. Vitesse horizontale 2,7 mètres seconde. Ça se présente bien. Altitude 36 mètres. 30 mètres. Descente 0,9 mètres seconde. 5% de carburant. Voyant réservoir allumé. 23 mètres. Ça se présente bien. Vitesse horizontale 1,8. 60 fréquences de carburant. 12 mètres. Descente 0,6. On soulève de la poussière. 9 mètres. Descente 0,8. Vitesse horizontale 1,2. On dévie un peu vers la droite. Altitude 6 mètres. 30 secondes. Légère dérive. Ok. Témoin de contact allumé. Extinction. Ok, moteur coupé. On vous reçoit 5 sur 5, Eagle. Ici, la base de la tranquillité, l'aigle s'est posé. L'allunissage est réussi, semble-t-il sans histoire. La grande crainte, c'était que le LEM ne se pose pas sur la bonne position verticale. Et... Voilà, On avait plusieurs types ici qui étaient à la limite de l'asphyxie. On respire à nouveau. Merci beaucoup. Et nous retrouvons Madame Janet Armstrong à Houston. Est-ce que vous respirez un peu mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Qu'avez-vous ressenti au moment de l'alunissage? Ça m'a impressionné et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on ait réussi à se poser sans encombre sur la Lune. 20 juillet 1969, 21h17, heure française. Eagle, l'alunisseur d'Apollo 11, s'est posé sur la Lune, dans la mer de tranquillité. Armstrong communique immédiatement ses premières impressions, au cas où les 2 premiers hommes sur la Lune devraient redécoller en urgence. Ça a dû vous paraître long, cette phase finale. Le guidage automatique nous emmenait vers un cratère de la taille d'un terrain de football. Tout autour, il y avait énormément de pierres et d'énormes blocs de roches qui faisaient 1 à 2 fois la taille du cratère.
Donc il a fallu prendre les commandes et survoler manuellement ce champ de roche pour trouver un endroit plus approprié. Vous avez fait du bon boulot, les gars. Et vous avez donné le sourire à beaucoup de gens ici et dans le monde entier. À vous. On ne voit pas du tout d'étoiles par les hublots, mais par celui qui est au-dessus de ma tête, je vois la Terre, imposante, brillante et de toute beauté. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de l'exploit des cosmonautes américains sur la Lune? C'est quand même une date historique. Ah oui, oui. Et il faut être gonflé pour y aller. Est-ce que vous auriez aimé aller à leur place sur la Lune? Ah oui, là, oui. Ah oui. Oui? Oh oui. Si demain on organise des voyages du même genre, est-ce que vous seriez volontaire? Ah oui. Il y a d'autres choses à faire pour le moment, sur la Terre. Vous croyez que personnellement. Hein. Vous croyez que c'est pas nécessaire au progrès scientifique? Non, pas tout de suite. Il y a d'autres choses à faire encore. Moi, je crois qu'il y a d'autres choses à faire sur la Terre en ce moment, parce qu'il y a bien des pays qui souffrent. C'est maintenant que va se passer la sortie sur le sol lunaire. Nous attendons des nouvelles précises et je pense que tout de suite, nous allons appeler Jacques Salbert. Jacques, avez-vous un horaire précis? Bien. Théoriquement, donc, comme vous le savez, ils sont en train de procéder à la dépressurisation du LEM. Cette opération prend un certain temps. Ils leur font ensuite revêtir leur scaphandre qui leur permet de marcher sur la Lune. Ce scaphandre est fait pour les mettre à l'abri du danger des météorites. Il doit aussi leur permettre de résister aux différentes sortes de températures que l'on peut rencontrer sur la Lune, températures qui varient de moins 119 degrés à plus 155. Sortir sur la Lune est risqué. À cette date, peu d'hommes ont évolué dans le vide spatial. Pour affronter ces dangers, la combinaison A7L, portée par Armstrong, ne compte pas moins de 25 couches d'isolation. Dans le petit espace d'Eagle, enfiler le sac à dos de survie et raccorder tous les tuyaux au scaphandre est une aventure en soi. Les micros sont en place. Verrouillés. Verrouillés et alignés. Buzz, ici Houston. La communication est excellente. On vous reçoit 5 sur 5. Et Mike vous fait savoir qu'il vous reçoit aussi et qu'il suit tous vos mouvements de près. À vous. Dans Columbia, Mike Collins est à cet instant un homme incroyablement isolé. 3 milliards d'humains sont sur la Terre. 2 autres sont sur la Lune. Et lui, tout seul, en orbite au-dessus d'eux. Columbia, ici Houston. On voudrait que tu laisses le positionnement automatique effectuer le pointage. Consacre plutôt ton énergie à essayer de repérer précisément le LEM sur la surface lunaire. Enfin, si tu arrives à le voir, bien sûr. On cherche des repères pour le localiser. Mais vu d'ici, les positions géographiques ne nous aident pas franchement pour le moment. L'inquiétude grandit à Houston. Comme Armstrong a improvisé, Eagle n'a pas alluni exactement à l'endroit prévu. Et personne ne connaît sa position exacte. Columbia, ici Houston. Est-ce que tu as pu localiser le LEM au cours de cette orbite? Négatif, j'ai regardé aux 2 endroits, sans succès. Malgré l'incertitude, l'opération continue. Armstrong et Aldrin ont tout rangé à l'intérieur pour avoir accès à la petite écoutille de 80 cm de côté située sous le tableau de bord. Tout est bon. Ils sont prêts pour ouvrir l'écoutille. Prêt à ouvrir l'écoutille à 0. La caméra de télévision est installée ici et permettra donc de voir à la fois la plateforme de départ, l'échelle, le pied du LEM et une partie du sol lunaire. 0,4 dans la cabine. On descend à 0,2. Voyons si ça s'ouvre. Ok. Appuie dessus. Déverrouillé. Est-ce que ça bouge? Ça va s'ouvrir d'un coup. L'écoutille est en train de s'ouvrir. L'écoutille est ouverte. 9h, 8 minutes, 5 secondes. Le déverrouillage s'est effectué. C'est parti pour la gymnastique. C'est parti pour la gymnastique. À mon avis, ce sera plus simple qu'un entraînement. Tu as le dos contre le sac de rangement.
Un peu plus vers moi. Descends tout droit. Un peu plus sur ta gauche. T'as de la place. Maintenant, tu peux y aller. T'es dans l'axe de la plateforme. Décale un peu ton pied gauche vers la droite. Ok, c'est bon. Tu es comment, là? Tu t'en sors très bien. Houston, je suis sur la plateforme. Bien reçu, Neil. Armstrong n'a plus qu'à descendre l'échelle. 9 marches. Attends, reste où tu es, Neil. Ok. Le temps s'arrête. Les visages se figent à travers le monde. 3 milliards de personnes sur la planète attendent que le premier homme pose le pied sur la Lune. Jamais autant de monde n'a assisté, ensemble, au même événement. Est-ce que je dois descendre? Parce que je dois commencer à descendre, a demandé Armstrong. Et Houston lui a répondu non, attendez encore un peu. On attend sans doute que Aldrin ait eu le temps de démarrer la caméra de télévision. C'est le premier geste que doit faire Armstrong lorsqu'il descend, tiré sur une poignée qui se trouve sur la plateforme, ce qui provoque l'ouverture de la case où se trouvent les équipements, les outils et la caméra. Ça y est, on a l'image. Ok, est-ce que vous pouvez me préciser quelle ouverture je dois sélectionner pour la caméra? L'image a changé maintenant. Elle semble avoir été inversée, ça fait curieux. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Et effectivement, Armstrong suit les conseils que lui a donné encore récemment le Dr. Berry et descend extrêmement lentement avec beaucoup de précaution. Ok, Neil, on te voit descendre de l'échelle. Je viens d'essayer de remonter sur le premier échelon. Buzz, l'échelle n'est pas descendue assez bas, mais je pourrais quand même remonter. Bien retenu. Ça va demander un bon petit saut. Le plus important maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du LEM tombe. Pour eux, le plus important, c'est de conserver leur stabilité. Je suis au bas de l'échelle. Les pieds du LEM ne sont pas... ils ne se sont enfoncés dans le sol que de quelques centimètres. Pourtant, la surface a l'air d'être très très fine, de ce que je peux en voir en m'approchant. C'est presque de la poudre. La texture du sol est très fine. Je vais descendre du LEM maintenant. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. C'est fait. L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. Ces images, bien sûr, sont d'une qualité vraiment très médiocre par rapport aux images prises de la cabine Apollo, mais elles ont une sorte de densité dramatique qui nous les rend très très belles. C'est quand même la photo, la grande photo du premier homme sur la Lune. La surface est fine et poudreuse. Je peux la soulever facilement avec mon pied. Ça adhère en fine couche à mes semelles et aux côtés de mes bottes, comme de la poussière de charbon. Je ne m'enfonce dans le sol que de quelques millimètres, mais assez pour voir l'empreinte de mes bottes. Comme on le pensait, il n'y a pas de difficulté particulière pour se mouvoir. C'est peut-être même plus facile que lors des différents exercices de simulation que
qu'on a pu faire sur Terre. En ce moment, Armstrong tient un appareil photo et visiblement il prend des clichés. C'est magnifique vu d'ici, Neil. Ce paysage a une beauté austère particulière. Ça m'évoque un peu les grands déserts des États-Unis. C'est différent, mais c'est vraiment très beau ici. Le monde est ébahi. Événement universel pris dans le cours de l'histoire. Les Tokyoïtes s'étaient réveillés de très bonne heure puisque le module lunaire a atterri exactement à 5h15 heure de Tokyo. Après un long regard à la Lune jusqu'alors inviolée, le Saint-Père a suivi sur un poste de télévision en couleur le débarquement d'Armstrong. Honneur, salut et bénédiction. Au Vietnam, sur le front, c'est la radio qui a pris la nouvelle aux GIs. Est-ce une coïncidence? Pour la première fois depuis de longues semaines, les Américains n'ont pas perdu un seul homme. Et la Lune? Ici à Moscou, rien. C'est comme s'il ne se passait rien. La télévision soviétique ne s'est pas branchée sur la Lune. Les radios occidentales et surtout la Voix de l'Amérique sont brouillées depuis le lancement d'Apollo. La journée ici commence donc comme n'importe quelle journée. Dans le LEM, Buzz Aldrin piaffe d'impatience. Cela fait 20 minutes qu'Armstrong mitraille la Lune de photos. Et 20 minutes que lui attend. Enfin, c'est son tour. Ok, maintenant je vais remonter pour refermer partiellement l'écoutille. En faisant attention à pas nous enfermer dehors. Oui, il vaudrait mieux. C'est notre chez nous pendant encore quelques heures, donc il faut en prendre soin. Voilà, je suis sur la première marche. Encore 3 et une dernière plus haute. Aldrin a l'air de descendre du reste beaucoup plus facilement qu'Armstrong. Encore un peu. Quelques centimètres. C'est bon, tu y es. Ça fait un bon petit saut. Oui. Et il tape lui aussi le sol de la pointe du pied. Comment lever pour essayer de le faire, c'est fait. Les deux hommes sont maintenant sur la Lune. Aldrin tient toujours les montants de l'échelle. Il ne se détache pas. Il remonte un barreau. Il saute. Il saute pour assurer son équilibre. Encore un test. Il a sauté avec une... C'est extraordinaire, évidemment, comme il n'y a pas de pesanteur, il a sauté puis il est resté tout simplement accroché en l'air, à peu près à 40 cm au-dessus du sol. Et quand on connaît le visage d'Aldrin, qui est un pince sans rire, qui est un colosse pince sans rire, on peut imaginer que derrière son casque, Aldrin sourit. Quel panorama, n'est-ce pas? Magnifique vue. Magnifique désolation. Magnifique désolation. Deux mots qui résument parfaitement le lieu et l'instant. Il faut faire vite. Ils ont environ 2 heures. Ils dévoilent une plaque commémorative qui restera sur la Lune. Mais l'une de leurs premières tâches est de planter le drapeau américain. C'est un grand moment pour 200 millions d'Américains. Et bien sûr, on applaudit dans la salle de presse, ce qui commence à se répéter assez souvent. J'aimerais bien savoir quels sont les sentiments de Collins actuellement, le pauvre, qui tourne tout seul autour de la Lune, et qui sait que ses 2 camarades de voyage sont en train de réussir une performance absolument extraordinaire. Ça doit être terriblement frustrating, comme disent les Américains. Columbia et Houston. Vous me recevez 5 sur 5? Oui, 5 sur 5. Comment ça se passe? Je crois qu'ils sont en train d'installer le drapeau. Super. Tu es vraiment le seul à ne pas pouvoir regarder les images de l'événement. Ça ne me dérange pas du tout. La retransmission télé est de bonne qualité? C'est superbe. Vraiment superbe. Moment exceptionnel prolongé par un échange en direct unique entre le président des États-Unis, Richard Nixon, et Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Passe de la tranquillité ici, Houston.
Bonjour, Neil Ebert. Je vous téléphone depuis la Maison Blanche. C'est certainement le plus historique de tous les appels téléphoniques jamais passés depuis la Maison Blanche. Je ne peux que vous faire part de la fierté que nous ressentons tous face à votre exploit. Pour tous les Américains, je suis sûr que ce jour restera celui dont ils seront le plus fiers. En cet instant unique dans l'histoire de l'humanité, tous les habitants de la Terre ne font véritablement qu'un. Unis dans la fierté face à votre réussite et unis dans leurs prières pour votre retour sain et sauf sur Terre. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un privilège pour nous d'être ici et de représenter non seulement les États-Unis, mais également les hommes de paix du monde entier et leur vision d'avenir. Il y a une autre version du discours, celle que Nixon doit prononcer au cas où les astronautes ne pourraient pas rentrer. Le destin a décidé que les hommes partis pour explorer la Lune en paix resteraient sur la Lune pour reposer en paix. Il n'y a aucun espoir de les sauver. Armstrong et Aldrin sont prêts à ce sacrifice, mais il faut que l'Amérique puisse le comprendre. Pour l'instant, seule inquiétude, le timing et la checklist. Il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Chaque minute compte. Houston rappelle même à l'ordre Neil Armstrong. Il doit collecter les échantillons de sol et de roches lunaires. Alors, il faut savoir que la plupart des échantillons de roches solides présentent à leur surface ce qui ressemble à des vésicules. Les astronautes déploient les deux instruments scientifiques majeurs de la mission. Un sismomètre pour mesurer les mouvements du sol lunaire et un réflecteur laser. Grâce à ce réflecteur, on sait aujourd'hui que la Lune s'éloigne de la Terre à la vitesse de 4 cm par an. Aldrin doit aussi évaluer les capacités de déplacement sur la Lune pour préparer les prochaines missions Apollo. C'est beaucoup plus ludique. Mais Houston redoute une chute et Aldrin joue avec les nerfs des contrôleurs au sol. Je suis en train d'évaluer les capacités de déplacement d'une personne sur la Lune. Il faut être vigilant et toujours bien conscient de son centre de gravité. Parfois, il faut 2 ou 3 pas pour être sûr qu'on a bien les pieds dans l'axe du corps. Et 3 ou 4 pas plus lents pour réussir à s'arrêter tout en douceur. C'est vraiment pas une marche normale, elle est glissée, elle est un peu chaloupée. Il se déplace très vite, très en souplesse. Il a l'air d'une danseuse sur les pointes. C'est presque de la danse. On a l'impression qu'il frôle seulement le sol de la Lune. On dirait des os. Le saut dit du kangourou fonctionne, mais il n'est pas aussi efficace. La méthode de déplacement classique qui consiste à mettre simplement un pied devant l'autre. 2 hommes sur la Lune, c'est absolument invraisemblable malgré toute la préparation, malgré tout ce qu'on raconte depuis des années, malgré que depuis des années nous suivons les vols lunaires, sachant que c'est comme ça que ça doit se terminer. Eh bien nous avons quand même ces images devant nous et je ne sais pas si vous êtes comme moi, on a du mal à y croire, on se demande vraiment si... Le rêve dure 2 heures et 31 minutes. Neil Armstrong a collecté 22 kilos de roches lunaires. Il rejoint Buzz Aldrin dans le LEM. Armstrong a donc quitté le sol lunaire à son tour. L'écoutille est fermée. Donc ils vont maintenant, comme vient de dire Jacques Salbert, repressuriser et ensuite à nouveau dépressuriser et se débarrasser à ce moment-là de tout le matériel superflu. Ils vont se débarrasser de la pelle et de quelques ordures. De leur casque, de leurs gants, de la combinaison supérieure, de l'unité de survie. Le décollage de la Lune
est la phase la plus périlleuse de toute la mission, bien plus incertaine que l'alunissage. Il faut être le plus léger possible. Les astronautes balancent le superflu. La caméra est restée allumée et filme ce moment, jusqu'ici jamais diffusé. Dans plusieurs articles du Washington Post et du New York Times ce matin aux États-Unis, après la réussite de l'arrivée de l'homme sur la Lune, on parle de la première phase active de la présence humaine sur la Lune, à savoir la pollution de la Lune et de l'atmosphère lunaire par l'homme. En fait, disaient certains journaux américains, le départ du premier homme venu sur la Lune ressemblera après son départ exactement à un emplacement de mauvais pique-nique. On va vous dire bonne nuit et vous laisser dormir. À vous. Fin de communication. Bien reçu. Bonne nuit. 5 à 6 heures de sommeil sont prévues par la NASA avant le décollage. Aldrin s'assoupit pendant 1 heure. Armstrong ne dort pas. Sixième jour. Il est temps de quitter la Lune. Sur le papier, c'est simple. Eagle redécolle en laissant sur place sa partie inférieure. Puis, il se met en orbite lunaire et s'amarre à Columbia. Sauf que personne ne l'a jamais fait. Qu'il n'y a qu'un seul moteur et aucune seconde chance. Un raté et les 2 astronautes sont bloqués sur la Lune, sans espoir de sauvetage. Au moment du décollage, personne n'a trouvé la position exacte du LEM, ni Houston, ni Michael Collins, ce qui empêche de définir une trajectoire parfaite pour le rendez-vous avec la cabine Apollo. Et comme si ça ne suffisait pas, Buzz Aldrin a cassé un interrupteur du tableau de bord, celui qui met sous tension le moteur pour le redécollage. Houston, ici base de la Tranquillité. Est-ce que vous avez le moyen de vérifier la position de l'interrupteur qui arme le moteur? Si je vous demande ça, c'est parce que l'extrémité du commutateur est cassée. Je pense qu'on peut l'enclencher, mais je suis pas sûr qu'on pourra le désenclencher ensuite. À vous. Bien reçu. Un instant, s'il vous plaît. Base de la Tranquillité, ici Houston. Notre télémétrie confirme que le commutateur destiné à armer le moteur n'est pas enclenché pour le moment. Laissez le commutateur dans cette position pour l'instant jusqu'au moment de l'actionner, ce qui est prévu pour plus tard. À vous. Bien reçu, Houston. Buzz Aldrin utilise la pointe de son stylo pour rebasculer le commutateur cassé. Le moteur fonctionne. Il ne reste plus qu'à prier qu'il puisse propulser Eagle vers Columbia. Base de la Tranquillité, ici Houston. Je vous écoute. Pour le guidage, on vous recommande d'utiliser le système de navigation PGNS et vous êtes autorisé à décoller. Bien reçu. On est numéro 1 sur la piste de décollage. 9, 8, 7, 6, 5... Michael Collins n'a jamais aperçu le LEM à la surface. Il ne sait pas où il est depuis son décollage. Une course-poursuite s'engage sur une orbite à 110 km au-dessus de la Lune. L'un de ces 2 points brillants, ça doit être Mike. Moi, je choisirais le plus proche. Bonne idée. Après 2 révolutions et 3 heures, le contact semble proche. Ça y est, j'aperçois la silhouette de ton vaisseau, Mike. Ah oui. Je vois ton antenne directionnelle et ton feu de guidage. Vaisseau en vue. L'approche automatique peut s'enclencher, mais c'est manuellement que doit se faire l'arrimage. Je vois que tu pointes vers moi. Là, t'es en légère rotation. Super. La jonction est mouvementée. Armstrong n'a presque plus de carburant. Le LEM, sans sa partie inférieure, est très léger, peu manœuvrant et difficile à piloter. Tout se met alors à osciller
et les deux véhicules se présentent de biais. Tu vois notre feu de positionnement? Mike Collins, à bord de Columbia, prend les choses en main. Ok, c'est bon, on se rapproche. On est pile à l'heure. Aligne-toi maintenant. Je devrais réussir à vous accrocher. Je te tiens. Je compte sur toi. T'inquiète, je vais pas te lâcher, mon vieux. Qu'est-ce que ça fait d'avoir de la compagnie? Sacrément du bien, je vous le dis. Tu m'étonnes. Je parie que tu commençais à te parler tout seul au bout de 10 orbites. Ah non, c'est agréable ici. Même si ça va être bien d'avoir de la compagnie. En fait, ce qui serait vraiment bien, ce serait d'avoir des centaines de millions d'Américains ici. Ah ouais, ils sont avec vous en pensée. Les trois hommes se retrouvent enfin. Pour Mike Collins, c'est un immense soulagement. Il a fait 27 fois le tour de la Lune avec cette crainte tenace, ce cauchemar, qu'Armstrong et Aldrin ne reviennent pas. Et que Houston lui donne l'ordre de rentrer sur Terre, seul. Ici le contrôle Apollo à 129h13. Armstrong et Aldrin vont commencer à préparer leur transfert dans le module de commande de Mike Collins. Ils vont nettoyer leur équipement et aspirer toutes les particules de poussière avant de repasser dans le module de commande. À peine arrivé dans le module de commande, Armstrong montre à Collins un sac rempli de sol lunaire. Ils ont là un trésor. Pour la première fois, l'être humain rapporte sur Terre des fragments d'une autre planète. Ces boîtes contiennent des échantillons de différents types de roches. Ils vont permettre de sonder le mystère de la formation de l'univers. De démontrer, par exemple, que la Lune est née de l'impact d'un astéroïde géant avec ce qui allait devenir la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Le programme Apollo a davantage appris sur le système solaire et la planète Terre que tout le savoir scientifique accumulé auparavant. Collins vient de nous informer qu'ils ont éjecté le LEM et qu'ils s'éloignent à la vitesse de plusieurs mètres par seconde. Comme prévu, une fois à bord, les astronautes se débarrassent du LEM qui va s'écraser sur la Lune. Voilà qui s'en va. Il a été fidèle jusqu'au bout. « 7h15 et 30 secondes, un rappel des principaux titres. Espace, tout va bien. Apollo 11 a commencé un peu après 6 heures son voyage de retour vers la Terre. À 4h56, ce 21 juillet 1969, le moteur de Columbia doit être rallumé. Mise en stand-by. Décompte. Comme à chaque fois, il y a cette petite appréhension au moment d'appuyer sur le bouton. Mise à feu. Au quart de tour, joli. On sent bien l'accélération. Comme à l'aller pour rejoindre la Lune, il faut 3 jours pour revenir dans les alentours de la Terre. On se demandait comment ça se passait de votre Ça côté. nécessite quelques ajustements de trajectoire par-ci par-là, mais d'une manière générale, les 3 astronautes profitent de ces moments. C'est sympa de voir la Terre devenir de plus en plus grosse et la Lune de plus en plus petite. C'est fou de se dire que c'est de là qu'on vient. Ah ouais, ça c'est vrai. Quel que soit le voyage qu'on fait, c'est toujours agréable de rentrer chez soi. On partage votre point de vue et on sera content de vous retrouver. Après plus de 170 heures de mission, la fatigue s'accumule. Houston multiplie les interventions pour maintenir la vigilance des astronautes. Et les nouvelles matinales laissent déjà augurer ce qui attend Armstrong, Aldrin et Collins sur Terre. Leur vie sera à jamais bouleversée. Apollo 11, ici Houston, à vous. On vous écoute. Je voulais juste vérifier que vous ne vous étiez pas rendormi. Je peux vous faire un point sur l'actualité, sur les dernières 24 heures sur Terre. Il est prévu que les habitants de la côte ouest des États-Unis attirent votre attention sur leur région en allumant toutes les lumières entre 21h et minuit pour que vous puissiez les voir.
Memphis, dans le Tennessee, une petite fille qui pèse tout juste 3,7 kg a été prénommée Module par ses parents, Monsieur et Madame Eddie Lee McGee. Madame McGee a expliqué que ce n'était pas son idée, mais celle de son mari. Elle a dit avoir refusé d'appeler l'enfant Module lunaire McGee, car elle trouvait que ça ne sonnait pas très bien. En revanche, le couple est tombé d'accord sur Module. Luna 15, on pense que la sonde soviétique s'est écrasée dans la mer des Crises hier, après avoir orbité 52 fois autour de la Lune. TASS, l'agence de presse soviétique, a déclaré, je cite, « Les recherches scientifiques à proximité de la Lune ont été effectuées. » Fin de citation. Terminé. Pour votre information, Apollo 11, sachez que vous êtes maintenant à 177 736 km de la Terre. À vous. Autant dire juste à côté. On va essayer de descendre maintenant. Quelle est notre vitesse? Votre vitesse est de 6573 km/h. Merci. Et effectivement, vous descendez. Huitième jour, 23 juillet 1969. Lancés à toute vitesse vers la Terre, Armstrong, Aldrin et Collins prennent la parole pour leur dernier direct à la télévision depuis l'espace. Ils reviennent d'un endroit où personne n'était jamais allé. Un autre astre. Un voyage de l'humanité tout entière dont ils sont les messagers. Bonsoir. Ici le commandant d'Apollo 11. Il y a un siècle, Jules Verne écrivait un livre racontant un voyage vers la Lune. L'engin, qui s'appelait Columbia, partait de Floride et retombait dans l'océan Pacifique au terme de son voyage autour de la Lune. Nous avons voulu partager avec vous quelques-unes de nos réflexions en tant qu'astronautes, à l'heure où notre Columbia des temps modernes s'apprête à retrouver la Terre et à plonger dans l'océan Pacifique demain. Tout d'abord, Mike Collins. Vous n'avez vu que nous trois, mais derrière nous, il y a des milliers et des milliers de personnes à qui je voudrais dire merci infiniment. « 24 juillet 1969. Columbia va atterrir dans 1 heure. À Paris, dans les studios de l'ORTF, la tension monte de nouveau. L'entrée dans l'atmosphère de la Terre est une phase critique de la mission. Elle détermine sa réussite ou son échec. Eh bien, pour les téléspectateurs de la deuxième chaîne Couleur, bonjour. C'est exactement dans 60 minutes maintenant que les 3 hommes amériront à 2000 km environ au sud-ouest des îles Hawaï et à 17h20 et 08 secondes en heure de Paris. Apollo se séparera du module de service, c'est-à-dire que cette petite cabine se séparera de la salle des machines, et voilà de cette immense fusée Saturne, cette petite cabine Apollo qui sera la seule à rentrer sur Terre. Il ne reste donc plus en l'air que cette cabine Apollo qui représente environ 5 tonnes sur les 3200 tonnes de la fusée Saturne au moment du départ. Apollo 11, ici Houston. Je t'écoute, Ron. C'est Jim, Mike. Toujours prêt à prendre la relève. N'oubliez pas que la partie la plus difficile de votre mission sera après le repêchage. Le porte-avions Hornet est en place et suffisamment loin pour être sûr que vous n'allez pas le percuter. L'hélicoptère de récupération Recovery 1 est en position. Et les C-130 des équipes de secours 1 et 2 d'Hawaï sont à 40 minutes de vol de votre point de chute. À vous. Parfait, merci. Apollo 11, tous présentent bien. Vous avez le feu vert pour l'amérissage. Merci beaucoup, Ron.
Train d'atterrissage sorti et verrouillé. Apollo 11, on va bientôt perdre le contact radio, mais tout est bon. À tout à l'heure. Columbia pénètre dans l'atmosphère. L'angle d'entrée se joue au centième de degré près. Trop aigu, et Columbia se consume. Trop plat, et Columbia rebondit et disparaît. C'est l'un des moments les plus éprouvants pour les astronautes et les équipes au sol. Le vaisseau est lancé à 40 000 km/h. C'est une boule de feu en fusion. Ça vibre dans tous les sens. Les astronautes subissent des pressions de 5 à 6 G. Et sur Terre, on attend. Voici d'ailleurs à l'instant même l'image en simulation qui nous est donnée de ce qui se passe très exactement dans l'atmosphère et la rentrée de la cabine Apollo. La cabine Apollo atteint sa vitesse maximum. L'arrivée dans les couches un peu de plus en plus denses va provoquer l'échauffement du bouclier protecteur. Échauffement très progressif, mais qui va devenir intense. Interruption des communications radio. Les communications se coupent pendant 9 minutes. Apollo 11, ici Houston, via l'avion relais. Apollo 11, ici Houston, via l'avion relais 4. Nous sommes à un peu moins de 4 minutes de l'amérissage. C'est vraiment lorsque l'on verra les 3 parachutes déployés dans le ciel que l'on pourra dire vraiment que l'expérience s'est bien terminée. Apollo 11, ici Houston, via l'avion relais 4. Apollo 11, ici Houston, via l'avion relais 4. Le Hornet a signalé le banc caractéristique d'un objet passant le mur du son. Le Hornet signale que Airbus 1 a un contact visuel. Apollo 11, ici Houston, on attend votre position, terminée. Apollo 11, ici porte-avions Hornet, à vous. Moment intense et suspendu où la Terre entière guette les premiers mots des héros. Sont-ils sains et saufs? La mission a-t-elle réussi? Apollo 11, ici Hornet, à vous. Bonjour Hornet, ici Apollo 11, notre position 13, 30 degrés, 167,5. Apollo 11, ici Hornet, bien reçu. 13, 30 degrés, 167,5. D'autres informations? Terminé. Apollo 11, altitude 500 mètres. Ça, c'était Neil Armstrong qui nous communiquait leur position. Visuel à environ 2 km. Ici Hornet, bien reçu. Altitude 100 mètres. Bien reçu. Tout à l'heure parfait. Amérissage. Apollo à Amérique. Ici Hornet, bien reçu. À l'intérieur de la salle de contrôle, je peux vous dire qu'on dirait une forme de joyeux collégien le jour du départ en vacances. Bien, il est dommage pour vous que vous ne soyez pas ici, car Michel Ancrol a suivi les traditions et lui-même a des cigares à nous offrir. Apollo 11, ici Airbus 1. Nous avons le module de commande sur notre écran radar à 12 miles 4244. Ici photo 1, le premier plongeur nous a fait signe que tout allait bien. L'hélico plongeur 2 est en attente des 2 plongeurs et du collier de flottaison.
Ici Apollo 11, tout le monde va bien, checklist ok, on attend les plongeurs. Coréen est en approche. Attendez, Swima étroit. La collerette de feu. Le deuxième astronaute vient de quitter la capsule à l'instant. Et voici maintenant le troisième astronaute. On a répandu, comme d'habitude, de la poudre anti-requin. Lors d'une expérience il y a quelques jours, lors d'une répétition de récupération, des requins avaient dévoré une des ceintures de flottaison. Et lorsque les héros apparaissent enfin, on ne peut ni les voir ni les reconnaître. La combinaison qui leur a été remise pour les isoler de l'environnement cache leur visage. Et maintenant, l'écoutille de hublot d'Apollo 11 vient d'être refermée hermétiquement. Les 3 hommes ont quitté la cabine à bord de laquelle ils se trouvaient depuis 8 jours. Instant étonnant. Le monde savoure. Les héros reviennent et ils sont mis en quarantaine. La NASA craint alors que les astronautes ne soient contaminés par des virus extraterrestres. Voici maintenant le lieutenant-commandant Heidelberg en train de répandre le produit désinfectant autour du hublot. Une dépêche qui nous parvient à l'instant nous indique que l'agence TASS vient d'annoncer le retour d'Apollo 11. Le vaisseau cosmique Apollo 11 ayant à son bord 3 courageux cosmonautes a améri aujourd'hui à 16h49 GMT dans l'océan Pacifique. L'agence TASS n'a ajouté aucun commentaire. Et on vient de nous signaler que le 3e astronaute vient d'être brossé, frotté, et qu'à leur tour, il brosse et frotte l'homme grenouille. L'homme grenouille qui les a... en train maintenant, oui, de brosser l'homme grenouille, tous les 3. C'est le premier qui remonte. Oui. L'opération Petit Panier. Deux minutes d'avance, effectivement, sur l'horaire, arrivé sur le pont. L'hélicoptère va être traîné par un tracteur pour la descente vers l'unité de quarantaine. Les 3 hommes qui apparaissent, ils vont prendre place dans l'unité de quarantaine. Et si vous désirez écrire aux astronautes d'Apollo 11, il suffit de leur écrire à leur nom Armstrong, Aldrin, Collins, enfin je pense que maintenant vous connaissez l'orthographe. Ajoutez à cela NASA, Houston, H-O-U-S-T-O-N, Texas, États-Unis. Armstrong, Aldrin et Collins restent 3 semaines en quarantaine. Ensuite, une autre vie les attend. Une tournée mondiale, puis ils seront absorbés, écrasés par leur propre légende. Aucun ne repartira dans l'espace. Armstrong se replie complètement sur lui-même. Buzz Aldrin met 15 ans à se défaire de son alcoolisme et de sa dépression post-voyage lunaire. Et Michael Collins, qui n'a jamais marché sur la Lune, écrit, lui, des best-sellers. Le programme Apollo se prolonge durant 3 ans et 6 missions lunaires jusqu'à ce que le public s'en lasse. Il s'achève en 1972. 12 hommes ont marché sur la Lune. Mais ce programme spatial reste unique, toujours incomparable. Dans les années qui suivent, les Russes se focaliseront sur les séjours longue durée dans l'espace, pendant que les Américains développeront la navette. Puis ce sera le tour de l'ISS, la Station spatiale internationale. Nous en sommes là aujourd'hui, à l'heure où différentes agences spatiales projettent de retourner sur la Lune. Mais ce 21 juillet 1969 restera à jamais une date inscrite dans l'histoire des hommes. Armstrong, Aldrin et Collins resteront à jamais les premiers.